Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. 11h32 dans Europe 1 et vous l'avez entendu dans les informations, la France appelle ses ressortissants à quitter au plus vite le Liban alors que les tensions continuent à grimper au Proche-Orient. Et nous sommes en ligne avec Laurent, un ressortissant français actuellement en vacances à Beyrouth. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes en vacances au Liban depuis quand exactement Laurent ? Alors je suis arrivé le 24, il y a une dizaine de jours à peu près. Et j'avais prévu en tout cas de partir vers le 20. Et pour l'instant, je maintiens à peu près ces dates-là. D'accord, donc c'était de longues vacances prévues à Beyrouth. C'était de longues vacances, oui, j'ai l'habitude de venir l'été y passer mes vacances. Là, donc évidemment, on fait plus attention que d'habitude. J'ai un peu adapté mon emploi du temps. Il y a des zones où je ne vais pas. J'avais l'habitude d'aller au sud Liban, par exemple, pour me baigner, parce que la mer y est très propre. Je vais pas y aller, je n'y vais pas. Il y a d'autres zones qu'il faut éviter. Et j'essaye de passer pas mal de temps dans les montagnes, à une demi-heure, 1 heure de Beyrouth, qui sont des zones a priori sans risque, qui n'ont pas d'objectif militaire. Donc en cas de conflit, il n'y a pas trop de raisons pour qu'il y ait de problèmes. Ce qui peut être embêtant, c'est si l'aéroport est arrêté, soit touché, soit la route impraticable. Il y a un seul aéroport, c'est la seule voie de sortie du pays. Il n'y a pas de voie terrestre. En fait, si on a envie de partir par la route, c'est pas possible. Au pire, il y a le bateau, mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Donc voilà, moi, je continue mes vacances. Je fais attention. Je vais pas n'importe où. La vie à Beyrouth est assez normale. Le week-end était festif comme toujours en cette saison. Les bars, les restaurants sont pleins. Il y a des concerts en plein air. Donc pour l'instant, la vie est quasi normale. Et honnêtement, le seul stress que j'ai, c'est les gens qui m'appellent de Paris et les médias. Les gens ici sont un peu plus habitués ou un peu plus fatalistes. Beaucoup pensent que s'il y a une réplique, s'il y a de la tension, ça sera des choses localisées. Certains pensent que ça va être orchestré pour que tout le monde sauve les apparences, mais que ça sera pas un conflit global comme il y en a déjà eu, par exemple, en 2006. Donc voilà, dans le doute, je fais plus attention où je vais. Et notamment, j'essaie d'aller dans les régions un peu reculées. Probablement à partir de demain, parce que voilà, on va voir. C'est que ces jours-ci, ça peut être un peu tendu. Alors mais globalement, la vie pour l'instant est normale. Voilà, la vie est normale. Vous nous dites effectivement que l'inquiétude vous vient de France et des médias. Vous, de votre côté, vous n'avez donc pas prévu, vous n'envisagez pas en tout cas d'écourter vos vacances. C'est ce que vous nous dites. Vous ne suivez donc pas les recommandations du Quai d'Orsay. Absolument. Alors c'est peut-être pas très raisonnable. C'est peut-être que j'ai tort, mais pour l'instant, je trouve que c'est gérable, que la situation est pas encore vraiment très dangereuse. Il y a toujours des endroits où on peut aller un peu se mettre au calme. Et que vous disent les gens sur place quand vous rencontrez des Libanais? Est-ce que vous parlez de cette situation? Est-ce qu'il y a une crainte directement des habitants qui sont à Beyrouth? Mais pas réellement, je trouve. Je trouve que les gens s'attendent à quelque chose de très localisé, pas un conflit global. Ils en ont vu d'autres, ils sont habitués. Et puis il y a même des gens qui pensent qu'il va carrément rien se passer. C'est assez étonnant. Il y a une sorte de légèreté, voire d'insouciance, mais peut-être c'est l'expérience qui fait que quand on écoute les gens ici, c'est beaucoup moins stressant que quand on écoute les médias. Et puis, vous savez, ici, les gens ont vraiment une certaine joie de vivre. Ils aiment faire la fête et il y a une légèreté en fait qu'on sent, quoi qu'il arrive, qui est très particulière, qu'on n'imagine pas à l'extérieur quand on connaît pas Beyrouth. C'est une ville qui est très joyeuse et très festive. Et donc, les restaurants sont pleins. Donc voilà. Israël s'est pourtant dit prêt à rentrer dans une guerre totale. Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre et israélien. On va justement partir à Tel Aviv. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec Merci nous. À vous. On doit avoir Sarah Salman qui est avec nous. Est-ce que Sarah est avec nous? Elle va arriver dans un instant. Bon, alors voilà. Donc les mots de Benyamin Netanyahou qui dit être prêt à rentrer dans une guerre totale, alors que les gardiens de la révolution ont promis de se venger bien sûr de l'assassinat ciblé d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. On va en parler dans un instant avec un auditeur à Tel Aviv. Nous serons également avec l'avocate Sarah Salman qui elle est également actuellement en Israël. Est-ce que voilà, elle est avec nous. Bonjour Sarah. Oui, bonjour.
Vous êtes actuellement à Tel Aviv, c'est bien ça ? Oui, je suis à Tel Aviv depuis la semaine dernière. D'accord. La semaine dernière, je dirais on savait qu'il y avait une menace, on le savait, mais en tout cas, moi, personnellement, je ressentais pas de tension particulière. Et là, depuis ce matin, franchement, pour moi en tout cas, c'est très pesant. Ah, depuis ce matin. Vous sentez quelque chose de différent depuis ce matin, Sarah ? Ah oui, parce que là maintenant, on comprend vraiment que c'est une question d'heures et plus de jours. Alors, vous êtes sur place pour les vacances ou pour le travail, juste pour qu'on comprenne ? Pour les vacances, pour plusieurs semaines, je vais tous les étés. D'accord. Ça s'est toujours très bien passé. Et là, je vous dis, les autres jours, je faisais, on va dire, ma vie normalement. J'allais à la plage, j'allais au restaurant, je faisais tout. Là, ce matin, j'ai préféré ne pas sortir, déjeuner à la maison. Pourtant, il y avait une inquiétude assez forte sur le week-end déjà, Sarah. Oui, mais en tout cas, moi, je trouvais... Alors, faut savoir que c'était Shabbat, donc c'est pour ça que les rues étaient vides. Là, on voit que les rues continuent d'être vides. Non, mais c'est pour ça aussi qu'il y avait une certaine inquiétude aussi pour le Shabbat. Bien sûr, mais il y a aussi une inquiétude pour Tisha B'Av le 12-13 août. Et là, finalement, de ce qu'on comprend, c'est que ce serait aujourd'hui ou demain. Et en fait, quand il y a une attaque, vous avez à peu près 1 minute 30 pour aller dans l'abri. Et donc, quand vous faites une activité ou quand vous faites quelque chose, il faut toujours voir s'il y a un abri pas loin. Parce que vous avez qu'1 minute 30 pour y aller. Donc, je suis toujours aux aguets. Dès qu'il y a, par exemple, je suis sur la terrasse, dès qu'on entend une sirène de pompiers, je suis toujours aux aguets en hyper-vigilance de me dire c'est peut-être l'alarme, la sirène qui retentit. Et ça, on sent vraiment une pesanteur. C'est-à-dire que même les Israéliens qui sont habitués à vivre comme ça, là, aujourd'hui, on sent qu'ils ont peur. Donc ça les vols retour, par exemple, El Al, quand j'ai regardé, vous pouvez pas partir avec El Al aujourd'hui. Tout a été pris d'assaut. Et oui, les gens ont peur. Et je n'avais pas du tout le même discours hier. Ça veut dire, à vous entendre, Sarah, que vous envisagez d'écourter votre séjour ? Non, moi non. Non ? Mais beaucoup de gens l'ont fait autour de moi. D'accord. Beaucoup de gens ont pris le premier avion quand ils ont pu le faire, parce que c'est pas toujours possible. Moi non, mais on redoute un peu un confinement. Et je pense, par exemple, il y a plein de gens qui ont fait énormément de courses, il y a plein de gens qui ont anticipé, ce qui n'est pas mon cas, j'ai rien anticipé du tout. Mais oui, là, je vais pas sereinement dans les rues. Ce soir, si je vais au restaurant, il me faut un abri vraiment pas loin. Et je stresse. Et encore une fois, moi, je vis pas ici à l'année, donc j'ai jamais entendu la sirène. Et on se dit qu'on a que 1 minute 30 pour aller à l'abri, ce qui est rien du tout. Faut courir. D'accord. Et ouais, honnêtement, c'est le premier jour où je suis très angoissée. Beaucoup d'angoisse. Et c'est pas, et c'est pesant. Et on voit que les Israéliens, ceux qui travaillent ici, ils sont aux aguets, en hypervigilance, et que ça peut arriver d'une minute à l'autre. Et en plus de ça, il y a eu une attaque au couteau pas loin de là où je suis. Donc il y a une menace qui est endogène et exogène. Donc si on a les deux en même temps, attaque au là, couteau ça va être vraiment difficile. Qui, pour rappel, a fait 2 morts et 2 blessés graves. C'était hier matin. On sent évidemment cette tension qui grimpe. Alors, les habitants de Tel Aviv sont souvent réputés pour avoir une certaine légèreté et une habitude finalement de ce risque. Honnêtement, oui. Même moi qui viens souvent ici, jusqu'à hier, j'allais à la plage, mais c'était comme si... vraiment, j'étais à la plage tranquille. Je me disais même, tant mieux, il y a plus de transat disponible. C'était vraiment, je parlais comme ça. J'en avais pas rien à faire, c'est pas le mot. Mais en tout cas, je suis allée au restaurant, j'ai tout fait normalement jusqu'à hier soir. Et là, c'est depuis ce matin. Alors, c'est quand je vois la réaction des Israéliens que je m'inquiète. Ce qui a mis le feu aux poudres, Sarah, ça a bien sûr été l'élimination d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, qui est une véritable... On ne pouvait pas faire autrement. Une démonstration de force d'Israël et une forme d'humiliation pour l'Iran. Beaucoup ont mais ils avaient tué 12 enfants. Et tout à fait, mais alors voilà, beaucoup ont d'ailleurs d'une certaine façon regretté cet assassinat ciblé en raison du risque d'escalade. C'est le cas de l'ONU et même des États-Unis. Joe Biden a déclaré... l'ONU qui arrose l'UNRWA quand il le peut. Mais bon. Joe Biden a déclaré que cela n'allait pas aider les pourparlers. Qu'avez-vous envie de leur répondre, Sarah ? Mais Israël est dans une dynamique de défense, de survie. Donc là, pour l'instant, Israël ne pouvait pas faire autrement que de répliquer alors que 12 enfants ont été tués. Donc on ne pouvait pas faire autrement. Il y a un risque d'escalade. Oui, dans ce cas-là, qu'ils cessent et qu'ils ne ripostent pas. On parle des 12 enfants tués dans le nord d'Israël la semaine dernière, et on parle du chef d'un mouvement terroriste responsable du pire pogrom que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. On va accueillir un auditeur, Lou, qui est en Israël également, à Tel Aviv. Oui, c'est Daniel qui vous appelle justement de Tel Aviv. Bonjour Daniel.
Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous venez d'entendre Sarah Salman qui est également à Tel Aviv. Vous êtes israélien ? Oui, je suis israélien. Je suis d'origine belge. Je suis belgo-israélien. D'accord. Et vous vivez à Tel Aviv ? Je vis à Tel Aviv depuis 17 ans. Voilà, Sarah Salman nous disait que depuis ce matin, elle ressentait une vraie forme d'inquiétude qu'elle n'avait pas les jours précédents. Est-ce que vous partagez également cette inquiétude, ces craintes ? Écoutez, c'est très subjectif. Je n'ai pas entendu ce que Sarah Salman avait à dire parce que je viens de prendre l'émission en cours. Mais à Tel Aviv, concrètement, il n'y a rien de particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une atmosphère, c'est qu'il y a une tension dans l'air par rapport à tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons, comme vous-même d'ailleurs dans les médias. Mais concrètement, il n'y a rien qui se passe en ce sens que aujourd'hui, j'ai essayé de réserver un restaurant pour ce soir, tout était complet. Donc ça vous donne une image. On n'est pas dans le même resto alors. Pardon ? C'est Sarah Salman. Non, je veux dire, moi parle. je trouve autrement, au contraire, qu'il y a moins de monde que les étés précédents. Il y a moins de monde en moyenne certainement, parce que j'ai entendu que il y avait, je crois que le nombre de voyageurs a diminué de moitié, en grande partie parce que beaucoup de compagnies étrangères ont supprimé des vols. Et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les Israéliens qui voulaient partir en vacances ont vu leur vol annulé, et il semble-t-il plusieurs dizaines de milliers, en tout cas je n'ai pas le chiffre, qui sont bloqués à l'étranger parce qu'ils peuvent pas rentrer, ils doivent attendre, ils doivent prendre des hôtels, etc. Donc ça c'est évidemment très désagréable en période de vacances. Mais concrètement à Tel Aviv, moi je ne vois pas je vois pas de changement dans la vie quotidienne. Je vois pas, par exemple, des gens qui restent chez eux, qui ne sortent pas à cause de la peur d'une attaque, etc. On est surtout inquiet solidairement pour tout le pays, parce que dans le Nord, évidemment, on est très très inquiet parce que le Nord est déjà bombardé depuis des mois par le Hezbollah et qui entend encore augmenter ses tirs. Et alors les menaces de nos ennemis sont en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, partout, et en Iran évidemment, partout ils ont dit qu'ils allaient attaquer. Maintenant, le précédent du mois d'avril démontre que la défense israélienne, combinés avec les alliés qui sont dans la région, sont à même d'endiguer une éventuelle attaque, même simultanée, de plusieurs forces. Mais évidemment, c'est pas une situation agréable, et on craint qu'il y ait des dégâts malgré tout. Mais personnellement, je suis assez confiant que Tsahal est à même de maîtriser la situation. C'est ce que je pense. Alors je le disais tout à l'heure pour le Liban, mais effectivement c'est la même chose pour Israël, puisque le Quai d'Orsay a appelé les Français à ne pas se rendre en Israël, sauf pour raison impérative, en raison de ce risque sécuritaire très 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 élevé. Vous comprenez cette recommandation du ministère des Affaires étrangères français, Daniel ? Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Je pense que moi-même, c'est même sans recommandation d'un ministère, si j'étais à l'étranger, c'est pas maintenant que j'irai en Israël. Mais je peux aussi vous dire que je ne sais pas si la France a envoyé le même message pour les passagers ou pour les voyageurs à destination de l'Iran, mais ils disent aussi qu'ils doivent quitter l'Iran. C'est tout à fait. L'Iran et le Liban. C'est le miroir, hein. Parce que, étant donné l'effet qu'a eu la liquidation de Haniyeh, le chef du Hamas, il y a quelques jours, fait que l'Iran a aussi peur de la riposte israélienne. Ça veut dire qu'Israël s'attendait aussi, en éliminant le chef politique du Hamas, s'attendait aussi à ce risque et à ces tensions. Oui, mais alors il y a plusieurs théories qui se confrontent là. Israël s'attend toujours à ce qu'il y ait une réaction dans ces cas-là. Maintenant, là, il s'attendait aussi à ce que la réaction soit plus épidermique, je dirais, parce que l'Iran a été touché dans son amour propre, étant donné que c'est sur son propre territoire. Maintenant, il y a des théories qui s'affrontent là.
Il y en a qui disent que c'était un missile, il y en a qui disent qu'il y avait un explosif qui était dans le logement où était Ranier. Mais de toute manière, ils ont l'impression qu'ils doivent découvrir, ils doivent réagir du point de vue pour l'opinion publique intérieure. Ils doivent montrer ce qu'ils savent faire. Mais d'un autre côté, il y a une autre théorie qui dit que, étant donné la main longue qu'a Israël et le pouvoir d'Israël d'atteindre des responsables de ce niveau d'une manière aussi efficace, fait que ça va peut-être accélérer le processus de négociation pour les otages, parce qu'ils se sentent de plus en plus sous pression. Ils ont plusieurs chefs qui ont été éliminés en série ces derniers temps, et donc il y a aussi cette doctrine qui fait que plus on met de la pression, plus on active un éventuel cessez-le-feu avec retour des otages. Sarah, comment est-ce que vous envisagez les prochains jours là? Vous savez, je pense qu'on voit vraiment au jour le jour. Moi, j'envisage rien, je vis au jour le jour. Je peux pas prédire comment ça se passera cette nuit, comment ça se passera demain. Quand Daniel vit à Tel Aviv, je rappelle que vous êtes touriste, vous êtes oui, mais à Tel Aviv pour les vacances. Par conséquent, c'est pas pareil. Ça veut dire que moi, les Israéliens, c'est vrai, ont plus l'habitude. Moi, je vais avoir plus peur et je suis capable de rester beaucoup plus à la maison. Mais vous nous disiez que pour autant, vous n'envisagiez pas de rentrer. Non. Pour quelle raison? Parce que vous ne voulez pas céder à la peur? Oui, exactement. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est pas à moi de partir. Enfin, je veux dire, je suis chez moi, c'est pas à moi de partir, non? Daniel, un dernier mot? Oui. Je pense que effectivement, Sarah, en tant que touriste qui n'est pas ancré ici, a peut-être une autre approche, et je le comprends parfaitement. Je pense que les Israéliens sont extrêmement résilients. Oui. Ils sont habitués, malheureusement, à ces cycles de violence. Mais je pense quand même que sur le fond de l'affaire, évidemment, on ne veut pas que ça se déclenche sur le fond de l'affaire, je pense qu'il y a un traumatisme du 7 octobre qui a ébranlé la confiance générale dans les capacités informatiques et sécuritaires d'Israël. Mais je pense qu'il faut considérer le 7 octobre, j'ai employé un terme qui est peut-être pas tout à fait approprié, mais c'est un accident. Ça n'aurait pas dû arriver et ça ne va plus arriver, donc je pense qu'Israël est bien armé. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Merci à Sarah Salman également. On vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1.